Bonjour, je suis Béatrice Couéron, je suis professeure d'économie et je dirige le site Melchior. Et j'ai le grand plaisir pour ce format Les Académiques de Melchior de recevoir Patrick Artus, conseiller économique chez Natixis. Bonjour Béatrice. Alors pour cette séquence, nous avons beaucoup de choses à voir, la politique monétaire, les instruments des politiques monétaires, mais ce que je vous propose pour commencer, Patrick Artus, c'est de refaire un peu un retour sur l'histoire à partir de la moitié des années 80 pour comprendre comment ça marche. Oui, alors avant de regarder la période plus récente et de nous poser la question du devenir des politiques monétaires et de la stratégie et de la politique des banques centrales, je voudrais faire un bref retour sur le passé, alors pas en commençant très loin, mais en commençant au début des années 1980. Alors, le début des années 1980 a d'abord été marqué dans tous les pays de l'OCDE par une poussée d'inflation qui est liée aux deux chocs pétroliers, de 74 et de 79-80. Et à ce moment, le contexte d'action et le contexte de réflexion des banques centrales évolue considérablement, puisque c'est le moment où se développe la théorie de la crédibilité des banques centrales. C'est Barrow, Gordon, etc., et beaucoup d'autres qui développent cette théorie de la crédibilité. Et je vous rappelle que la théorie de la crédibilité, c'est de dire qu'une banque centrale doit être crédible, c'est-à-dire doit conserver des anticipations d'inflation à long terme extrêmement faibles pour éviter qu'apparaisse un biais inflationniste dans l'économie qui n'a aucun avantage en termes de croissance. Si vous avez de l'inflation anticipée qui devient de l'inflation effective, vous n'avez pas d'écart entre l'inflation anticipée et l'inflation effective, donc vous ne réduisez pas le chômage, mais vous avez de l'inflation, donc ce qui est mauvais pour le bien-être. Et donc toute la théorie de la politique monétaire depuis ce développement de la théorie de la crédibilité est basée sur le fait que les banques centrales doivent s'organiser pour maintenir des anticipations d'inflation très basses et stables, et quelle que soit l'inflation à court terme, obtenir que l'inflation anticipée à long terme n'augmente pas. Voilà. Et alors, c'est la base de toute l'action et la théorie de l'action des banques centrales depuis le début des années 1980 et je vais en parler probablement jusque 2010 aux États-Unis, jusque 2013, 2014 dans la zone euro. C'est une théorie où les banques centrales, sont indépendantes, et j'y reviendrai. Deuxièmement, pratique ce qu'on appelle le ciblage d'inflation, et en anglais l'inflation targeting, c'est-à-dire justement, elles ont l'objectif de stabiliser l'inflation anticipée à moyen terme. Et à moyen terme, ça veut dire dans 1 an et demi, 2 ans dans la pratique. Donc d'éviter que s'il y a un surplus d'inflation à court terme, il entraîne un supplément d'inflation anticipée dans le moyen terme. Et troisièmement, pour ce faire, les banques centrales utilisent des règles de politique monétaire, des règles de fixation des taux d'intérêt, c'est-à-dire que le taux d'intérêt suit une règle de comportement de la banque centrale. Et la plus célèbre, c'est la règle de Taylor, qui dit que le taux d'intérêt dépend de l'excès d'inflation par rapport à l'objectif d'inflation et de l'output gap, c'est-à-dire du taux d'utilisation des capacités de production ou du taux de chômage. Voilà, donc c'est la pratique constante des banques centrales depuis le début des années 80 et jusqu'au début ou au milieu des années 2010. Ça a été de préserver leur crédibilité, de réagir fortement à l'inflation lorsqu'elle se présentait, de manière à réagir exactement, à préserver leur crédibilité. Et ces banques centrales ont été faites indépendantes et je dois élaborer un peu sur ce qu'implique l'indépendance des banques centrales. Donc l'indépendance des banques centrales, vous savez, c'est une situation où les banques centrales sont indépendantes dans leurs décisions du pouvoir politique, des parlements, des gouvernements. Et c'est l'idée, effectivement, que le pouvoir politique interfère avec les décisions des banques centrales avec une vue de court terme de ses intérêts. Et donc, il faut éviter cette vue de court terme pour que la banque centrale puisse être crédible.
d'un point de vue théorique, cela implique, l'indépendance des banques centrales implique ce qu'on appelle la neutralité monétaire, c'est-à-dire que une croissance plus rapide de la masse monétaire ou bien une politique monétaire plus expansionniste, à moyen terme, n'a d'effet que sur l'inflation. L'indépendance des banques centrales, ça veut dire que vous ne coordonnez pas, dans les pays qui ont des banques centrales indépendantes, vous ne coordonnez pas la politique monétaire et par exemple la politique budgétaire ou salariale. Et donc, il y a une absence de coordination. Cette absence de coordination aurait un coût et donc conduirait à une inefficacité, sauf si il y a dichotomie, si la politique monétaire n'a d'effet que sur l'inflation et la politique budgétaire, par exemple, d'effet que sur le taux de chômage, sur la croissance, voilà, sur la qualité. Et donc, il y a une forte hypothèse qui sous-tend l'indépendance des banques centrales, c'est qu'à moyen terme, la politique monétaire n'a pas d'effet sur l'équilibre économique réel, n'a pas d'effet sur le chômage, sur la croissance, etc., a un effet simplement sur l'inflation. Si ce n'est pas vrai, eh bien, l'indépendance des banques centrales, c'est-à-dire l'absence de coordination entre politique monétaire et politique budgétaire, est inefficace et a un coût d'inefficacité parce que évidemment, si ces politiques sont interdépendantes, il faut les coordonner. Voilà le contexte théorique de 1982-83 à 2010-2013, suivant qu'on regarde les États-Unis et la zone euro. Alors, je passe à la seconde période et peut-être on peut commencer à regarder un ou deux graphiques. Cette seconde période est marquée une baisse très très forte de l'inflation et on va regarder par exemple l'inflation aux États-Unis. Voilà l'inflation aux États-Unis. Alors je vous rappelle qu'il y a deux définitions de l'inflation. Il y a l'inflation totale qui inclut les prix de l'énergie et de l'alimentation. Et il y a l'inflation sous-jacente qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation. Et vous voyez qu'aux États-Unis, et c'est la même chose en Europe, et on verra plus en détail la situation de ces pays dans la période récente, depuis 2012 aux États-Unis et jusqu'à 2020, au début de 2021, il y a une inflation extrêmement faible, qui est inférieure à 2% aux États-Unis, qui en Europe est autour de 1%. Et donc, les banques centrales ont été débarrassées de la nécessité de lutter contre l'inflation entre 2012-2013 et 2020, parce que l'inflation était spontanément en dessous de l'objectif d'inflation des banques centrales. Alors, si je vais regarder la situation de l'Europe, oui, alors, non, c'est normalement, oui, dans un an, c'est un PDF, pardon, c'est un PDF. Alors, donc, je regardais la situation de l'Europe un peu manuellement. Voilà, regardez l'inflation européenne et l'inflation sous-jacente, l'inflation totale européenne et l'inflation sous-jacente européenne, c'est la ligne bleue. Vous voyez que l'inflation européenne est pratiquement tout le temps, à partir de 2013-2014 et jusqu'en 2021, inférieure, à peu près autour de 1%. Donc, les banques centrales, la Réserve fédérale et la BCE, sont débarrassées de lutter contre l'inflation. Et donc, ça a provoqué un changement considérable de leur comportement. Les banques centrales se sont attribuées d'autres objectifs de politique économique, par exemple, stimuler l'investissement, empêcher le chômage, aux États-Unis, lutter contre les inégalités, et dans la période plus récente, à soutenir les investissements de transition énergétique. Et donc, il y a eu un abandon du ciblage d'inflation, l'inflation targeting, et une multiplication des objectifs des banques centrales, qui à nouveau
concernent le soutien de l'investissement, le soutien de l'emploi, le soutien du taux d'emploi, la lutte contre les inégalités, la transition énergétique. Donc, les banques centrales ont pu faire ça parce qu'elles étaient débarrassées de la nécessité de lutter contre l'inflation. Et la deuxième chose qui s'est produite à ce moment, à cette période, hein, à partir de 2009 aux États-Unis, de 2015 dans la zone euro, c'est que les banques centrales ont utilisé un autre instrument de la politique monétaire que les taux d'intérêt, c'est-à-dire elles ont utilisé la taille de leur bilan. Et elles ont fait croître considérablement la taille de leur bilan en achetant des obligations. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Les banques centrales ont développé ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire lorsque les taux d'intérêt ne pouvaient plus être baissés, et ils étaient autour de zéro, ou même légèrement négatifs, elles sont intervenues pour continuer à doper l'inflation, à essayer de ramener l'inflation vers l'objectif d'inflation qui était plus élevé. Vous voyez qu'en Europe, il y avait une inflation autour de 1 et l'objectif d'inflation autour de 2, en achetant des obligations et en contrepartie de ces obligations, en créant de la monnaie, en substituant de la monnaie pour les obligations dans les portefeuilles des agents économiques privés, et donc en accumulant les obligations dans le bilan de la Banque centrale, et en espérant que cette création monétaire supplémentaire allait parvenir à redresser l'inflation. Alors, je vais dans un petit instant, je dirais, est-ce que cette politique était couronnée de succès? Mais enfin, vous voyez que la politique monétaire de la période 2011-2012 jusqu'à 2020-2021 a été extrêmement différente de la politique de la période antérieure, puisque l'objectif d'inflation a disparu, puisque l'inflation était spontanément inférieure à 2%. Et il est apparu plein d'objectifs alternatifs. Et, ces objectifs alternatifs ont nécessité, ont pu être introduits dans l'objectif des banques centrales parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Et par ailleurs, les banques centrales n'arrivant pas à faire monter l'inflation jusqu'à l'inflation objectif, ont utilisé un autre instrument de la politique monétaire, qui est l'expansion de la taille du bilan de la Banque centrale, qui achète des obligations en créant de la monnaie et pour espérer que l'inflation se redresserait. Alors, vous voyez sur le cas européen, vous voyez sur le cas américain aussi, que la politique de quantitative easing, c'est-à-dire de création monétaire qui crée de la monnaie en contrepartie du fait que la Banque centrale achète des obligations sur les marchés financiers et les met dans son bilan, a été extrêmement inefficace pour faire redresser l'inflation. Vous voyez que la BCE pratique le quantitative easing à partir de 2015, l'annonce en 2014, et que de 2015 à 2022, où elle arrête le quantitative easing, et je ne m'occupe pas, par exemple, pour l'instant, de la période qui est postérieure à 2021, c'est cette période intermédiaire de 2015-2020, il n'y a eu aucune hausse de l'inflation, aucun redressement de l'inflation, aussi bien de l'inflation sous-jacente que de l'inflation. Comment tu tournes hein alors, ouais, aussi bien de l'inflation sous-jacente que de l'inflation totale de la zone euro. Vous voyez que l'inflation ne se redresse pas. Et j'y reviendrai tout à l'heure, ce qui montre l'inefficacité de cette politique de création monétaire, de quantitative easing, pour redresser l'inflation. Alors voilà, donc c'est aperçu historique. Donc il y a vraiment deux sous-périodes. Hein, la sous-période 1980, de 2012-2013, où la Banque centrale est très traditionnelle et utilise
le targeting d'inflation réagit fortement lorsque l'inflation dépasse l'objectif, maintient sa crédibilité et a essentiellement un objectif d'inflation, et la période 2012, 2013, 2020, où la Banque centrale multiplie les objectifs et multiplie aussi les instruments, puisqu'elle essaie de faire redresser l'inflation lorsque les taux d'intérêt sont tombés à zéro par de la création monétaire au travers du quantitative easing. Alors, je reviendrai sur ça dans ma conclusion pour essayer d'évaluer l'efficacité de ces différentes politiques et peut-être la manière dont les banques centrales évolueront dans le futur. Mais je voudrais maintenant regarder de plus près la période récente, la période de retour de l'inflation. Pourquoi il y a eu retour de l'inflation? Quelle forme ça a pris? Quelle a été la réaction des banques centrales et quel a été l'effet sur l'équilibre macroéconomique de ce retour de l'inflation et de la réaction des banques centrales. Béatrice, tu veux… Très bien, Patrick. Alors, peut-être qu'on peut reprendre le début et puis peut-être que c'est le moment de lancer le sondage auprès de nos participants pour savoir ce qu'ils pensent du taux d'intérêt comme politique de lutte contre l'inflation. Je laisse Charline de Melchior le lancer. Revenons donc au constat des États-Unis et du déficit politique budgétaire de la situation américaine. Alors, aux États-Unis, vous voyez que la hausse des taux d'intérêt. Alors, regarde, enfin, c'est le contrat de taux d'intérêt à 3 mois aux États-Unis. Hein, c'est très très proche des taux d'intérêt des Fed Funds. Ça. Et vous voyez que le taux d'intérêt à 3 mois aux États-Unis commence à monter au printemps au début de 2022, hein, et se stabilise aujourd'hui à 5,25%. Hein, donc il y a une sortie vraiment de la politique de taux d'intérêt très bas. Les taux d'intérêt aux États-Unis étaient de 0,5% jusqu'à ce qu'ils remontent. Et il y a une hausse de 400 points de base, de 4 points, de 5 points, pardon, hein, de 0,5 à 5,25, pratiquement de 5 points, des taux d'intérêt à court terme américains, la Réserve fédérale luttant contre l'inflation. Si vous regardez les taux d'intérêt, je sais plus où les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, hein, le taux d'intérêt à 10 ans, vous voyez, commence à monter au début de 2021 et surtout au début de 2022. Il était de 0,5, 0,6 en 2020. Il était anormalement bas, mais il était de 2% à peu près avant la crise du Covid. Et aujourd'hui, il est de 4,70%. Hein, et il a beaucoup monté donc entre le début de 2022 et aujourd'hui. Donc, il y a une politique monétaire très restrictive et qui a entraîné une hausse très forte des taux d'intérêt à long terme aussi, parce que cette politique monétaire très restrictive a fait monter, l'anticipation, a correspondu à une hausse de l'anticipation d'inflation à long terme et a fait monter les taux d'intérêt réels à long terme, c'est-à-dire les taux d'intérêt corrigés de l'inflation, parce que les investisseurs, les marchés financiers ont pensé que cette politique allait durer parce que l'inflation était devenue une caractéristique structurelle des économies. Alors, avant de discuter ça, je regarde maintenant la situation. Alors, toujours sur les États-Unis, ici, je regarde qu'est-ce que ça fait très rapidement quand vous montez les taux d'intérêt. Ici, c'est l'enquête de la Réserve fédérale sur les conditions de la demande de crédit, c'est-à-dire c'est les conditions des crédits demandés par les ménages et les entreprises. Et vous voyez que très, très vite, au début de 2022, il y a un recul de la demande de crédit immobilier. Et puis, un peu plus tard, à la fin de 2022, un recul de la demande de crédit à la consommation et de la demande de crédit des entreprises. Et si vous regardez les conditions de l'offre de crédit, vous voyez aussi que il y a un durcissement. Alors, quand cette enquête monte, c'est un durcissement des conditions de l'offre. Ça veut dire que les banques sont plus restrictives pour accorder des crédits. Et vous voyez qu'il y a
un durcissement à peu près parallèle de toutes les conditions du crédit, de l'offre de crédit, donc les conditions les taux d'intérêt, le fait que les banques prêtent plus ou moins facilement à tous les agents économiques. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la variable économique qui réagit le plus vite, c'est le crédit immobilier. Et donc, je vais y revenir après avoir décrit les évolutions similaires sur la zone euro. C'est très important en fait, de regarder, de remarquer que c'est le secteur de l'immobilier qui souffre le plus lorsque les taux d'intérêt montent. Alors, si vous regardez la zone euro, vous avez une hausse aussi très forte des taux d'intérêt à long terme à partir de 2022. Vous avez une hausse des taux d'intérêt à court terme à partir alors, en fait, les taux d'intérêt, ça, c'est les taux d'intérêt anticipés. Les taux d'intérêt à court terme effectifs de la BCE montent à partir de juillet 2022 et sont aujourd'hui à 4%, ce que vous voyez sur le graphique. Et donc, comme aux États-Unis, vous avez une réaction extrêmement rapide de la demande de crédit immobilier pour acheter des logements, et une réaction plus lente de la demande de crédit à la consommation et de la demande de crédit aux entreprises, par les entreprises. Alors, avant de regarder les effets réels de cette politique, je voudrais regarder les effets sur l'inflation. Alors, je reviens sur les États-Unis. Si vous l'inflation, alors, si vous regardez d'abord l'inflation totale aux États-Unis, c'est la ligne violette. Elle a baissé de 9% à 3,6% au mois de septembre de cette année, mais l'inflation totale a été beaucoup aidée dans son recul par la baisse des prix de l'énergie et la baisse des prix de l'alimentation. Et donc, d'autant plus que la Réserve fédérale regarde l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, il est intéressant pour mesurer l'efficacité de la politique monétaire, de regarder son effet sur l'inflation sous-jacente. Et alors, vous voyez que l'inflation sous-jacente était autour de 7% au début de 2023. Elle est à peu près à 4,5% aujourd'hui, donc elle a reculé, mais beaucoup moins que l'inflation totale. Simplement, il y a une bizarrerie américaine, c'est que si vous enlevez ce qu'on appelle les prix du shelter, en fait, c'est les loyers, mais y compris les loyers fictifs payés de façon fictive par les propriétaires de logements. Aux États-Unis, l'indice des prix inclut les loyers effectifs, comme en France, les loyers véritablement payés par les locataires, mais les loyers fictifs qui sont imputés comme dépenses aux propriétaires de logements, et ces loyers n'ont aucune existence économique, c'est purement théorique, ça ne correspond pas à une dépense vraie. Et alors, si vous enlevez ces loyers fictifs, alors ça s'appelle les shelter prices, les prix des abris, et vous voyez que l'inflation, elle a l'allure bleue, elle était de plus de 7% à la mi-2022 et elle est à 2% aujourd'hui. Et donc, il y a une désinflation violente aux États-Unis, sauf en ce qui concerne les loyers. Et alors, si vous enlevez uniquement les loyers effectivement payés et pas les loyers fictifs, il faut rajouter 3/10. Donc, vous voyez que vous avez une inflation. En réalité, les chiffres d'inflation totale aux États-Unis sont très biaisés, puisque par cette inclusion des loyers fictifs, si vous regardez l'inflation vraie aux États-Unis, elle a réellement disparu. Il n'y a plus d'inflation et on va être très rapidement en dessous de 2% d'inflation. Alors pourquoi ? Parce que les États-Unis, et alors je vais aller vous montrer une grande différence entre les États-Unis et l'Europe, qui est, c'est horrible, évidemment je l'ai mis, voilà, qui est la productivité. Aux États-Unis, alors la productivité est très perturbée par le Covid, parce que la réaction aux États-Unis, c'est de licencier, et en Europe, c'est de faire du chômage indemnisé, du chômage partiel indemnisé par l'État. Donc, regardez pas la période Covid, il faut regarder la tendance de la productivité. Vous voyez que la productivité en Europe, c'est la ligne bleue pour la zone euro, décroît légèrement. Elle est plus basse aujourd'hui qu'en 2018.
Elle est plus basse de à peu près 1,5%. Alors qu'aux États-Unis, hein, si vous comparez 2018 à aujourd'hui, la productivité est plus haute de 10%. Donc, aux États-Unis, elle reprend son augmentation. Dans la zone euro, elle continue à diminuer. Et donc, ça fait une différence incroyable entre les États-Unis et la zone euro, parce qu'aux États-Unis, et alors j'en reviens aux États-Unis, donc fermez vos yeux, les gains de productivité ont fait que. Alors non, je suis toujours dans les zones euro. Aux États-Unis, les gains de productivité ont fait que euh, euh, donc, les difficultés de recrutement des entreprises, qui sont indicateurs de la tension du marché du travail, ont beaucoup reculé. Parce que quand vous avez 1,5% par an de gain de productivité, c'est même eh bien, même quand vous avez une croissance ralentie, et qu'en plus vous avez une augmentation de la population en âge de travailler, parce que les États-Unis ont de l'immigration, ont une expansion naturelle de la population, quand la croissance ralentit, mais même si elle reste positive, ben, la croissance ralentit au point que le taux de chômage remonte un peu. Et si vous regardez un autre indicateur qui est le ratio entre le nombre d'emplois vacants et le nombre de chômeurs, vous voyez, qui diminue, c'est le ratio de Beveridge, hein, et vous voyez que le marché du travail aux États-Unis se détend alors que la croissance reste autour de 2%. Et ça, c'est dû au gain de productivité. Et donc, la détente du marché du travail américain a fait ralentir les salaires. Et comme il y avait en plus des gains de productivité, quand vous avez des salaires à peu près à 4% par an, vous avez des coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire les salaires moins la productivité, qui sont autour de 2,5%. Donc, les États-Unis ont fait de la désinflation parce que le durcissement de la politique monétaire a ralenti suffisamment la croissance pour que le marché du travail se détende, que les salaires reculent. Et il y a un double effet des gains de productivité. D'abord, mécaniquement, les gains de productivité réduisent les coûts des entreprises. Et ensuite, les gains de productivité ont conduit à cette détente du marché du travail, alors que l'économie américaine garde une croissance positive. Et donc, les États-Unis ont vaincu l'inflation. Alors, il y a d'innombrables X, comme on dit, tweets de Paul Krugman qui dit, mais que fait la Réserve fédérale? Pourquoi est-ce qu'elle ne baisse pas les taux? Il faut, il faut, il faut, il faut absolument que l'inflation étant vaincue, que les taux d'intérêt baissent. Bon, la Réserve fédérale va baisser les taux d'intérêt. Quelque chose, je vais le dire. Mais pourquoi y a-t-il eu un départ de l'inflation? On peut regarder les États-Unis comme l'Europe. Le départ de l'inflation, l'inflation commence aux États-Unis à augmenter au début de 2021. C'est une inflation qui est complètement due à la sortie du Covid. À la sortie du Covid, il y a eu des raretés sur plein de marchés, sur le marché du travail avec des difficultés de recrutement, sur le marché de l'énergie, sur le marché des matières premières, hein, et c'est le marché du transport. Il y a une explosion du prix des containers, et parce que les entreprises n'avaient pas prévu une sortie aussi rapide de la crise, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, au départ, c'est les matières premières au sens large, y compris le transport maritime, y compris le pétrole, le gaz, les métaux, etc., qui créent l'inflation. Mais vous voyez que l'inflation a rapidement entraîné des hausses de salaire. La hausse de salaire aux États-Unis, c'est la ligne violette. Vous voyez que les salaires, avec à peu près 3-4 mois de retard sur les prix, commencent à accélérer par mécanisme d'indexation, même partielle, sur les prix. Alors, est-ce qu'il y a une boucle prix-salaire qui se déclenche? Alors, boucle prix-salaire, ce n'est pas seulement l'indexation des salaires sur les prix. C'est le fait que les hausses de salaire ont un effet retour sur les prix. C'est des effets de deuxième tour, comme on dit. L'inflation fait monter les salaires et les hausses de salaire font monter les prix. Aux États-Unis, on n'observe pas de boucle prix-salaire. Vous voyez qu'il y a une désinflation extrêmement rapide et on va voir que dans la zone euro, il y a une boucle prix-salaire.
Alors, la situation de la zone euro est très différente parce qu'il n'y a pas de gain de productivité. Et donc, quand vous regardez, les coûts les salaires, voilà, les salaires dans la zone euro, ils sont aujourd'hui à 5,2% de hausse. Hein, et quand vous regardez les coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire les coûts salariaux des entreprises, donc c'est salaire moins productivité, hein, mais la productivité est en croissance négative. Et donc vous avez des coûts salariaux unitaires qui sont à 6% dans la zone euro et qui accélèrent. Hein. Et pourquoi ils accélèrent? Parce que comme il n'y a pas de gain de productivité, c'est tout à fait différent des États-Unis, vous avez, c'est la ligne bleue, des difficultés de recrutement qui restent extrêmement fortes, même à zéro de croissance dans la zone euro, ce qu'on a en tendance cette année, hein, sur les 4 trimestres de 2023, il y aura zéro de croissance dans la zone euro. Comme la productivité est en croissance négative, l'emploi continue à augmenter, et comme la population en âge de travailler dans la zone euro diminue, à la différence des États-Unis, eh bien, vous continuez à avoir une baisse du chômage. Le chômage continue à baisser dans la zone euro. Vous avez un marché du travail qui est extrêmement tendu. Si vous regardez le ratio des emplois vacants au nombre de chômeurs, vous voyez qu'il y a un niveau extrêmement élevé. Et donc, les salaires, au lieu de ralentir comme aux États-Unis, accélèrent. Et donc, quand vous calculez l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et alimentation dans la zone euro. Aux États-Unis, vous avez vu, alors si on enlève les loyers fictifs, c'est aucune inexistence économique, alors on est à 2%. Dans la zone euro, on est à 5,5%. Et donc la désinflation de la zone euro est beaucoup plus faible que la désinflation américaine parce qu'il n'y a pas de gain de productivité qui, d'une part, viennent réduire les coûts unitaires des entreprises et d'autre part, viennent réduire la tension sur le marché du travail. Et alors, en plus, la zone euro a une boucle prix-salaire. Si vous regardez les salaires et l'inflation, les salaires ont monté avec l'inflation, mais la hausse des salaires a impliqué une hausse des prix des services. En fait, ce n'est pas une boucle sur tous les prix, c'est une boucle sur les prix des services et les salaires, mais on a bien un enchaînement dans les deux sens entre les prix des services et les salaires. Donc, conséquence, ça sera beaucoup plus difficile de faire, je vois plein de questions, mais je vais y répondre après. Ça sera beaucoup plus difficile de faire baisser l'inflation dans la zone euro qu'aux États-Unis. Alors, là, je vais en poser une. Oui. Oui. Alors, il y a plein d'explications. D'une part, les États-Unis font beaucoup plus d'investissements dans les nouvelles technologies et font beaucoup plus de dépenses de recherche-développement que la zone euro. Deuxièmement, les États-Unis ont donc c'est un point important. Et deuxièmement, aux États-Unis, il n'y a pas eu de. Alors, je crois qu'on l'a là. Il n'y a pas eu de. Voilà. Les États-Unis n'ont pas eu de baisse de la durée du travail comme en zone euro, et donc, mais c'est une baisse de la durée effective du travail. Et en fait, vous voyez que la durée effective du travail a baissé. Alors, si on se base en 2018, a baissé d'à peu près 3% dans la zone euro. Alors qu'aux États-Unis, elle est à peu près stable, hein, elle est stable. Et cette baisse de la durée effective du travail fait mécaniquement 3% de gain de moins de productivité, quoi, je veux dire. Et alors, en fait, ça reflète une hausse de l'absentéisme dans les entreprises, hein, c'est la durée effective du travail. Et le pays qui est le plus frappé par ça, c'est la France. Hein. Vous avez une baisse du niveau de la productivité en France entre 2018 et aujourd'hui, entre 6 et 7%, qui est dû pour moitié à la hausse de l'absentéisme. Hein. Les salariés sont en arrêt de maladie. Et pour d'autres parties, par la recherche-développement et aussi par le développement de l'apprentissage, hein, qui explique à peu près le quart de la. Mais ce sont des différences. Et alors, vous arrivez à
10 ou 11% de gains cumulés de productivité aux États-Unis par rapport à la zone euro depuis 2008. Hein, on a vu ça ici. Et ça a un effet considérable dans la zone euro, inflationniste, de tension du marché du travail, etc. Et puis, par ailleurs, et ce n'est pas le sujet d'inflation, et ça crée un problème de croissance. Hein. La croissance de la zone euro est plus faible, parce que la productivité croît moins, et ça crée un problème de recettes fiscales. Euh, et et d'ailleurs, si vous regardez les prévisions des gouvernements de la zone euro de la BCE, ils n'arrivent pas à croire qu'il n'y a plus de gains de productivité. La BCE ou les gouvernements vous expliquent que dès l'année prochaine, on va revenir à des gains de productivité très forts. Il n'y a aucun signe avant-coureur de ça, parce que ce qui fait décliner la productivité de la zone euro, c'est des choses structurelles. C'est l'insuffisance de la recherche, l'insuffisance de l'innovation. J'ai oublié la taille beaucoup plus petite aux États-Unis du secteur des nouvelles technologies qui a des gains de productivité très importants. Et puis les attitudes des salariés vis-à-vis du marché du travail. Hein. Le fait que les 60% des salariés en France disent que leur travail manque de sens, ça a des effets sur les attitudes au travail, l'effort au travail, l'envie d'aller travailler, et ça affecte la productivité. C'est pas que un problème des salariés, c'est un problème qui est partagé entre les salariés, les techniques de management qui sont un peu archaïques en France, etc. Voilà. Et alors, pendant la crise, hein, il faut corriger la hausse de la productivité aux États-Unis, c'est que les entreprises américaines ont énormément licencié pendant la Covid. Et la baisse de la productivité en Europe, c'est que les entreprises européennes ont gardé leurs salariés en les mettant en partie à la charge de l'État. Donc la productivité en 2020-2021 ne veut rien dire ni aux États-Unis ni en Europe pour accorder l'évolution récente à. Alors, ensuite, alors, je dis deux choses encore avant de répondre à plus de vos questions. D'abord, pourquoi c'est le secteur de l'immobilier qui souffre le plus? Et vous voyez que si vous regardez toutes les. Alors, je vais prendre l'exemple de l'Europe. Hein, bah, le secteur de l'immobilier, vous voyez, les crédits immobiliers chutent, on l'a déjà vu. Le niveau des mises en chantier chute considérablement. En France, on n'aura pas plus de 300 000 mises en chantier cette année. Hein, et d'habitude, les bonnes années, on était à 450 000 500 000. Et si vous regardez les prix de l'immobilier, ils sont en chute. C'est pareil aux États-Unis. Et en fait, l'immobilier souffre beaucoup plus que le reste de la demande dans une crise. Aujourd'hui, aux États-Unis, les investissements des entreprises progressent assez rapidement. Dans la zone euro, ils résistent pas mal. Hein. C'est vraiment tout l'immobilier. Alors, ce n'est pas seulement la construction immobilière, c'est la promotion, c'est les services immobiliers, les agences immobilières, etc. C'est un gros secteur, hein, l'immobilier. Et il souffre beaucoup pour une raison assez sophistiquée, c'est que l'activité immobilière et la demande de logement, etc., dépendent des taux d'intérêt nominaux, mais pas des taux d'intérêt réels. Parce que vous avez des contraintes qui lient le revenu des personnes, par exemple, qui potentiellement s'endettent pour acheter un logement, à leur capacité d'emprunt. Et vous avez un lien instantané hein, entre le revenu présent et leur capacité d'emprunt. Et donc, leur revenu présent, et leur ce lien qui dit, par exemple, que vous ne pouvez pas avoir des paiements d'intérêt sur vos prêts immobiliers supérieurs à 30 ou 35% de votre revenu, quand les taux d'intérêt nominaux montent, les paiements d'intérêt pour les nouveaux emprunteurs montent immédiatement. Et donc, ça crée un lien extrêmement fort entre les taux d'intérêt nominaux à long terme, les taux d'intérêt des crédits immobiliers, et la demande de logement. Si les banques prêtaient en fonction pas du revenu instantané de l'individu, mais de son revenu futur anticipé sur toute la durée du crédit immobilier, vous introduiriez les anticipations d'inflation, donc la demande d'immobilier, de logement dépendrait des taux d'intérêt réels à long terme. Simplement, comme il y a une contrainte de revenu courant, hein, c'est les taux d'intérêt nominaux. Et le reste de la demande dépend des taux d'intérêt réels. Donc, les taux d'intérêt nominaux montant beaucoup plus que les taux d'intérêt réels quand les banques centrales montent les taux d'intérêt, vous avez une
surréaction de l'immobilier à, et des prix des logements, des loyers, de tout, enfin, pas des loyers, des prix des logements, des prix de l'immobilier, de la construction immobilière, de la demande de logement, des transactions immobilières. Vous avez une grosse surréaction de tout le secteur immobilier, des hausses de taux d'intérêt des banques centrales. Alors, dernier point, et après ça j'arrête, je réponds à votre question de façon détaillée. Qu'est-ce qu'on peut penser dans l'avenir? Quelle sera la nature des politiques monétaires dans le futur? Alors, je pense que les banques centrales ne vont pas renoncer à avoir beaucoup d'objectifs, à avoir plus d'objectifs que l'inflation. Parce qu'il y a la transition énergétique qu'il faudra financer, il y a la transition écologique, hein, plus généralement, l'eau, la biodiversité, donc il faudra financer, qui impose de ne pas avoir des taux d'intérêt réels trop élevés. Il y a le désir de ne pas dégrader trop le marché du travail, le désir de ne pas dégrader trop les inégalités. Et donc tout cela fera que les banques centrales auront besoin de plus d'un instrument de la politique monétaire, qui est traditionnellement le taux d'intérêt à court terme. Deuxièmement, l'utilisation du quantitative easing, c'est-à-dire de la création monétaire par les achats d'obligations par les banques centrales, je crois, a été une erreur. Et les banques centrales n'ont pas très envie de recommencer, puisqu'on a observé et on l'a vu tout à l'heure, que l'utilisation du quantitative easing n'avait aucun effet sur l'inflation, mais avait un effet sur les prix des actifs. Quand vous injectez de la monnaie dans l'économie, cette monnaie, alors vous injectez d'abord la monnaie dans les comptes des banques, et les banques font des prêts supplémentaires, et ces prêts aboutissent à de la demande d'actions et de la demande d'immobilier supplémentaire. Et ce que vous faites monter, ce n'est pas du tout les prix des biens, on l'a vu, c'est les cours boursiers et les prix de l'immobilier. Donc, ça crée de l'instabilité financière. Et donc je crois que ça a été une erreur de croire qu'en créant de la monnaie, on faisait monter l'inflation et on fait monter les prix des actifs. On fait l'inflation des prix des actifs. Donc, on n'utilisera plus probablement le quantitative easing, la création monétaire, dans le futur. Alors, mais on a besoin de plusieurs instruments de la politique monétaire. Alors, quels sont ces instruments? Alors, probablement, on va utiliser ce qu'on appelle la politique macro-prudentielle, c'est-à-dire une politique qui a un effet macroéconomique au travers de règles prudentielles. Et la politique macro-prudentielle, ça inclut les réserves obligatoires des banques, ça inclut les ratios de fonds propres des banques. Hein. Si vous exigez des banques qu'elles détiennent plus de fonds propres, ben vous freinez la distribution de crédit. Ça inclut la taxation des plus-values en capital, hein, sur l'immobilier, sur les actions. Et voilà, et ça inclut la réglementation des assureurs, par exemple. C'est des politiques réglementaires. Et je pense qu'il y aura besoin d'utiliser beaucoup plus activement ces politiques réglementaires, parce qu'il y aura plusieurs objectifs à la Banque centrale, alors qu'elle ne pourra pas se satisfaire d'un instrument qui est les taux d'intérêt à court terme. Et puis, à nouveau, la création monétaire avec le quantitative easing, ça a créé énormément de surendettement, de hausse des prix des actifs, et donc probablement ça a été une mauvaise idée. C'est quelque chose qui a été très inefficace pour faire monter l'inflation, mais qui a créé beaucoup d'instabilité financière. Voilà, donc ma vision de la politique économique future, c'est que les banques centrales garderont beaucoup d'objectifs, et pas un seul objectif qui est la stabilité des prix, et développeront le nombre de leurs instruments. Alors, dernier point, il y a un débat très intéressant sur le fait que, sur la question, est-ce qu'il faut changer l'objectif d'inflation des banques centrales? Alors,
on peut avoir une vision positive ou une vision normative de ce débat. Positivement, les banques, enfin, moi j'ai une pratique d'interview et je demande aux banquiers centraux ce qu'ils en pensent. Les banques centrales ne changeront pas l'objectif d'inflation à 2%, quoi qu'il arrive, donc elles resteront à 2%. Et la vision normative, c'est de dire, mais est-ce qu'on peut avoir le même objectif d'inflation lorsque l'inflation endogène, l'inflation qui apparaît spontanément dans l'économie, varie? Enfin, entre 1995 et 2010, 2011, on a eu la chance, aux États-Unis comme en Europe, d'avoir une inflation moyenne à peu près à 2%. Donc, ça crée une politique monétaire tout à fait raisonnable. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt, quand l'inflation était au-dessus de 2%, les taux d'intérêt montaient, et puis quand l'inflation repassait en dessous de 2%, les taux d'intérêt baissaient. Donc, on avait une alternance de périodes de taux d'intérêt plus élevés ou moins élevés, mais l'inflation était en moyenne de 2%, donc il n'y avait pas de déséquilibre permanent. Entre 2010, 2012 et 2020, on a eu une inflation en moyenne très inférieure à 2%. Et donc, on a fait une grosse bêtise qui était de créer considérablement de la monnaie avec le quantitative easing, et je l'ai déjà dit, avec le résultat d'avoir une incroyable augmentation de la stabilité financière, des taux d'endettement, des bulles sur les prix des actifs, etc. Et puis, en plus, cette politique monétaire expansionniste a eu comme résultat la forte augmentation des inégalités patrimoniales, hein, puisque les ménages modestes investissent investissent essentiellement en obligations des trésors, en assurance vie, en compte en dépôt, en compte sur livret d'épargne, et donc qui sont rémunérés à des taux d'intérêt très bas lorsque l'inflation est basse. Et les ménages aisés investissent en actions et en immobilier dont les prix augmentent quand les taux d'intérêt sont très bas. Donc vous créez des inégalités patrimoniales qui sont très, très, très défavorables. Et donc, je crois qu'il faut. Voilà. Et puis maintenant, on a plein de raisons pour penser que l'inflation structurellement sera supérieure à 2%. Il y a les coûts de la transition énergétique, il y a les obstacles au commerce international, hein, et puis moins vous faites circuler les biens, plus vous avez d'inflation, parce que vous produisez plus domestiquement et dans les pays de l'OCDE, les coûts de production sont plus élevés. Vous avez la tension sur le marché du travail croissante qui vient du vieillissement démographique et de la baisse, en particulier en Europe, au Japon, etc., de la population en âge de travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'inflation veut naturellement être à peu près à 3%, alors que l'objectif de la Banque centrale reste de 2%? Ben, la Banque centrale, inexorablement, mènera tout le temps une politique monétaire extrêmement restrictive avec des taux d'intérêt réels très élevés pour ramener l'inflation de 3% à 2%, et donc tuera l'investissement, les investissements de transition, etc. Donc, ça serait très raisonnable de lier l'objectif d'inflation à l'inflation spontanée observée sur quelques années, quoi, je veux dire. Mais les banques centrales ne veulent pas le faire, avec un argument qui est très faux, qui est que l'inflation, in fine, c'est l'objectif d'inflation de la Banque centrale, que les anticipations sont autoréalisatrices, mais ça suppose qu'elles gardent leur crédibilité. Dans la zone euro aujourd'hui, l'inflation anticipée à 10 ans est de 2,7%, elle est beaucoup plus élevée que 2%, et donc l'inflation spontanément va reconverger vers 2,7% et pas vers 2%. Et donc la Banque centrale va devoir faire ramener l'inflation de 2,7 à 2 si elle ne change pas son objectif, qui va détruire la croissance pendant un grand nombre d'années. Donc je crois que c'est une très mauvaise idée de ne pas changer l'objectif d'inflation, mais malheureusement, c'est ce qui va être fait. Voilà, ces paroles d'espoir, je m'arrête là. Alors justement, Patrick, je vais poser quelques questions. Pensez-vous que les outils des banques centrales, tels que les réserves obligatoires et les taux directeurs, sont issus du traumatisme des années 70, 80 et qui sont moins efficaces aujourd'hui? Parce qu'il faudrait de nouveaux outils pour lutter contre l'inflation. Et ça rejoint d'ailleurs le sondage que nous avons lancé sur l'intérêt, l'efficacité des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. En fait, il y a la politique monétaire. Alors, la politique de création monétaire n'a pas d'effet sur l'inflation, je l'ai déjà dit. Et la politique de taux d'intérêt a un effet assez modéré sur l'inflation. L'estimation assez consensuelle,
c'est que pour réduire le taux d'inflation de 1 point, il faut augmenter de 4 points les taux d'intérêt à court terme. Et donc, si aujourd'hui, par exemple, dans la zone euro, on est à 5,5 d'inflation et qu'on veut revenir à 2, donc il faut baisser de 350 points de base et le taux d'inflation, et donc il faudrait augmenter de 14 points les taux d'intérêt. Il faudrait passer de 4% à 18% pour. Et donc, la politique monétaire maniée toute seule n'est pas très efficace pour lutter contre l'inflation. Donc, je pense qu'il va falloir passer à une multiplicité de politiques. Peut-être la politique budgétaire, parce qu'en plus, dans la période récente, la politique monétaire a eu son efficacité handicapée par le fait que les politiques budgétaires étaient expansionnistes. Donc, si vous faites un déficit public très important et que vous faites une contraction monétaire, une hausse des taux d'intérêt, les deux s'annulent. Je dirais, vous arrivez avec un effet faible sur l'inflation. Donc, il va falloir avoir plus d'instruments aussi pour lutter contre l'inflation. Donc, mélanger la politique de taux d'intérêt, la politique budgétaire, les taux de réserve obligatoires. Vous savez qu'il y a une réflexion à la BCE aujourd'hui pour monter les taux de réserve obligatoires, pour réduire les liquidités prêtables qu'ont les banques dans leur bilan, les ratios prudentiels des banques. Si vous augmentez les fonds propres exigés des banques, vous avez une politique qui est restrictive. Mais parce que on ne peut pas imaginer qu'on utilise uniquement la politique de taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Ça allait quand l'inflation, de temps en temps, montait de 2 à 2,5%. On montait les taux d'intérêt de 2% à 4% et ça marchait. Et si l'inflation monte de 2 à 7%, vous ne pouvez absolument pas utiliser uniquement la politique de taux d'intérêt. Donc, il va falloir avoir plusieurs instruments pour lutter contre l'inflation. On a plusieurs questions sur le travail, la productivité. Une question notamment, c'est les raisons de la désinflation aux États-Unis se situent sur le marché du travail. Doit-on admettre que dans la zone euro, la BCE est inefficace à faire baisser l'inflation? Oui, mais à nouveau, il ne faut pas tout mettre sur le dos de la BCE. Enfin, aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro, la politique monétaire n'est pas très efficace pour faire baisser l'inflation. Mais à nouveau, la grosse différence, c'est la productivité. Vous avez une productivité qui augmente de 1,5% par an aux États-Unis, qui baisse presque de 1% par an dans la zone euro. Ça fait 2,5 points d'écart dans les gains de productivité. Et à nouveau, ça fait 2,5 points d'écart sur l'évolution des coûts salariés unitaires. Et ça fait un gros écart sur la tension sur le marché du travail, parce que plus vous avez de gains de productivité, plus un ralentissement donné de la croissance a un gros effet fait monter le chômage et détend le marché du travail. Donc, si vous n'avez aucun des gains de productivité négatifs, il faudrait une politique monétaire extraordinairement restrictive pour faire monter le chômage. À nouveau, dans la zone euro aujourd'hui, il y a 0%, enfin, il y a 0% de croissance cette année, et pourtant le taux de chômage baisse parce que les gains de productivité sont négatifs. Donc, à 0% de croissance, on crée 1% d'emplois et le taux de chômage continue à baisser. Et donc, vous tendez encore plus le marché du travail et vous avez encore plus d'inflation. Donc c'est l'inefficacité de la BCE dans sa lutte contre l'inflation, c'est un enfant du fait qu'il n'y a plus de gains de productivité dans la zone euro. Des dettes. Est-ce qu'on va vers des dettes des États, des entreprises, des défauts d'entreprise, etc. Alors, défauts d'entreprise, alors on voit aujourd'hui une hausse des défauts d'entreprise, essentiellement des entreprises qui étaient fragiles avant la Covid, qui ont été sauvées pendant la Covid par les aides publiques, des reports d'impôts, des crédits de trésorerie, etc. Et qui, à l'arrêt de ces aides publiques et avec la nécessité de rembourser une partie de leurs dettes, font défaut. Le défaut, il n'est pas catastrophique. En Europe, aux États-Unis ou en France, il est remonté à son niveau de 2019, ce qui était une bonne année. Mais probablement, il va monter au-dessus de son niveau de 2019. Bon, mais le vrai sujet, c'est la soutenabilité des dettes publiques. Parce que vous connaissez le résultat. Enfin, une dette publique est soutenable si
alors c'est un peu compliqué, mais si l'écart entre les, il y a un excédent budgétaire primaire qui compense l'écart normalement positif entre le taux d'intérêt, entre le taux d'intérêt réel et la croissance. Mais le taux d'intérêt réel pendant toutes les années de 2012 à 2020, il était inférieur à la croissance. Donc on a pu vivre avec des déficits publics primaires, ce déficit hors intérêt sur la dette, et sans que ça pose problème. Mais aujourd'hui, prenez le cas français, hein, on a un déficit public primaire qui est de 3% du PIB, et on est repassé dans une région où le taux d'intérêt réel à long terme est supérieur à la croissance. Et donc, il faudrait, pour stabiliser le taux d'endettement public, faire disparaître le déficit primaire, donc réduire le déficit public de 3 points de PIB, quoi, je veux dire. Donc, ça va être très compliqué parce qu'il y a les besoins de la transition énergétique, les autres transitions, il y a les besoins d'argent public pour l'éducation, pour le système de santé, pour les dépenses militaires, etc., pour la justice. Enfin, bon, on a plein de besoins d'argent public. Alors, peu de questions. Normalement, enfin, ta question m'incite à parler une seconde de l'économie de guerre. Parce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'on a une guerre, alors c'est pas la guerre en Ukraine, hein, c'est la guerre pour réussir la transition énergétique. Que cette guerre va nécessiter des investissements considérables et que en fait c'est plutôt une économie de reconstruction. En fait, on jette le capital brun et on va investir dans un capital vert, ce qui nécessite des investissements très très importants. Et si on fait ça, c'est beaucoup plus facile de faire cette masse d'investissement lorsque les taux d'intérêt réels sont très bas ou négatifs. Parce que c'est les taux d'intérêt réels négatifs qui évitent la hausse du taux d'endettement public alors qu'on fait des déficits publics très importants. Malheureusement, l'objectif de la BCE qui reste l'inflation à 2% et l'objectif de la Commission européenne qui reste les déficits publics en dessous de 3% et les dettes publiques convergeant vers 60% du PIB ne sont pas du tout compatibles avec l'économie de guerre, quoi. Et donc, il y a un vrai problème de cohérence entre l'objectif de transition énergétique et les objectifs de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Donc, il y a ce phénomène d'inflation qui a accusé de participer assez fortement à l'inflation actuelle. Alors, cette grille, ouais. Alors, si on regarde les taux de marge des entreprises, c'est vrai, les taux de marge des entreprises européennes ou françaises ont beaucoup augmenté jusqu'au deuxième trimestre. On n'a pas encore les chiffres du troisième trimestre de cette année. Et l'inflation, c'est quoi? C'est la croissance des salaires, moins les gains de productivité, plus la variation des taux de marge des entreprises, hein, les taux de marge bénéficiaires des entreprises. Aux États-Unis, les taux de marge bénéficiaires des entreprises diminuent un peu, après avoir beaucoup monté, mais ils diminuent un peu. Donc, l'inflation est inférieure au coût salarial unitaire. Aux États-Unis, en Europe, les taux de marge des entreprises augmentent. Et probablement, ils diminuent à partir du troisième trimestre, mais on n'a pas encore les chiffres. En tout cas, au début d'année, ils ont beaucoup augmenté. Et donc, il y a eu une hausse, il y a eu une inflation supplémentaire due à la hausse des taux de marge bénéficiaires des entreprises, et en particulier dans certains secteurs, par exemple l'agroalimentaire. Et un pouvoir de marché des entreprises, comme oui, alors c'est pas, oui, probablement. Il n'y a pas assez de concurrence dans certains secteurs. C'est probablement les entreprises de l'agroalimentaire sont un secteur très concentré, par exemple, et où il y a des grands acteurs et il n'y a pas assez de concurrence, il n'y a pas assez de petits acteurs. Ma question portait sur les structures de marché pour savoir si les entreprises ont augmenté leur taux de marge, parce que finalement, elles pouvaient avoir un pouvoir de marché. Mais c'est curieux, puisque on sait que la concentration des entreprises est beaucoup plus élevée aux États-Unis qu'en Europe. Donc, normalement, dans cette configuration aujourd'hui présente, on s'attendrait à une hausse des taux de marge aux États-Unis plus importante qu'en Europe. Et c'est l'inverse. Les taux de marge ont
baissé un peu depuis le début de 2021 aux États-Unis et ils ont monté assez fortement en Europe. Donc on n'a pas une comparaison qui est cohérente avec ce qu'on sait du degré de concentration des entreprises. Alors, on avait aussi une question importante sur les mesures prises contre les inégalités. Est-ce Oui. qu'on peut en parler justement avant de conclure ce webinaire? Bah, alors, en France, la situation française est très différente de la situation des autres pays européens, puisque le SMIC est indexé sur l'inflation. Donc, si on regarde les catégories sociales qui se sont appauvries le plus, ce sont, ce sont des personnes à temps partiel, ce sont des chômeurs, ce sont des inactifs. Une personne entre un SMIC et un SMIC 2 a eu son salaire complètement indexé, en plus sur une structure de consommation qui correspond à la structure de consommation d'une personne gagnant le SMIC, hein, et pas de la structure moyenne de consommation. Donc en France, ce sont les personnes fragiles, enfin, qui ont perdu du pouvoir d'achat, les étudiants, les personnes à temps partiel, les personnes sans emploi, etc. Dans les autres pays européens, il y a eu une perte de pouvoir d'achat globale, hein, puisqu'il n'y a pas d'indexation des salaires minimums à l'inflation, sauf en Belgique, par exemple, où tous les salaires sont indexés sur l'inflation. Donc, mais en réalité, quand on regarde les inégalités de revenus, bon, elles ont augmenté, hein, puisqu'il n'y a pas eu une indexation globale complète des salaires sur l'inflation. Elles ont assez peu augmenté en réalité. Il y a des enquêtes qui montrent quand même que la perception des Français est assez différente de la réalité. Par exemple, quand on enquête les Français sur quel est le taux d'inflation aujourd'hui, la réponse moyenne est 15%. Donc, la réalité, c'est 4,5, quoi, je veux dire. Et donc, il y a une surestimation de l'inflation et qui aboutit à une surestimation des pertes de pouvoir d'achat. Il n'y a pas eu énormément de pertes de pouvoir d'achat dans les pays de l'OCDE ou en France. Et à partir de maintenant, le pouvoir d'achat des Français va réaugmenter. Les salaires, à partir de maintenant, augmentent plus vite que les prix. Donc, donc, il y a eu des effets stabilisants et qui sont les déficits publics, les boucliers énergétiques, les aides diverses qui ont été distribuées, aussi bien d'ailleurs aux ménages qu'aux entreprises, hein, puisqu'il y a, donc, honnêtement, c'est assez injuste de dire qu'on a laissé exploser les inégalités. On a dépensé, enfin, le bouclier énergétique qui va disparaître assez largement en 2024, le bouclier énergétique, c'était 2,5 points du PIB, quoi. Je veux dire, c'était énormément d'argent public qui ont été redistribués. Donc, alors, il y a le débat sur l'indexation des salaires au prix. Effectivement, si on avait une indexation parfaite des salaires au prix, l'État n'aurait pas à intervenir pour maintenir le pouvoir d'achat. Et donc est-ce qu'il faut indexer complètement les salaires au prix? Alors, sans faire d'histoire économique, on a l'exemple de la Belgique. Donc, en Belgique, les salaires sont parfaitement indexés sur les prix. Et quand on regarde la dynamique des salaires en Belgique par rapport à la dynamique des salaires en France, on voit que quand l'inflation accélère, bon, les Belges ont des hausses de salaire plus fortes que les Français, parce que les salaires sont indexés. Et quand l'inflation est faible, les Belges ont des hausses de salaire plus faibles que les Français, parce que l'indexation des salaires au prix permet aux entreprises de ne pas les indexer à la productivité. Et au total, à moyen terme, il n'y a pas beaucoup de différence si on cumule plusieurs années sur les hausses de salaire entre la Belgique et la France. Donc peut-être que ce n'est pas aussi important que ça si on ne considère pas une seule année inflationniste, mais une suite d'années plus ou moins inflationnistes, d'avoir des salaires indexés ou pas parfaitement sur les prix. Mais honnêtement, en 2024, enfin, à la fin de 2023 2024, les salaires en France vont augmenter plus que les prix. Ils seront surindexés sur les prix. On va avoir en France 5% de hausse des salaires en moyenne cette année et on va avoir une inflation à la fin de l'année
qui sera autour de 3,5-4%. Donc on est revenu dans une zone. D'abord, l'indexation des salaires au prix et croît. On peut montrer que l'indexation des salaires au prix croît quand l'inflation reste élevée pendant une période longue de temps. Alors, c'est le cas aujourd'hui. Donc, le degré d'indexation des salaires au prix a augmenté et l'indexation des salaires au prix est retardée. Donc, on va avoir une assez bonne année 2024 en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Ça, je trouve que c'est une phrase de conclusion extraordinaire. Je me mets bien devant l'ordinateur. Peut-être pas le pouvoir d'achat des enseignants. Alors, on fera un webinaire là-dessus spécial, Patrick. Je promets. Vraiment, c'est passionnant. Vraiment, merci à tous les collègues. Mais avant de terminer, Patrick, j'ai quand même une énorme question. Quel est ton prochain livre? Est-ce que tu peux nous faire du teasing sur le prochain livre et la date de publication que Melchior t'invite à partager le contenu dans un format Melchior M? Oui. C'est un livre, donc alors, le titre est provisoire. Le titre provisoire, c'est l'économie mondiale en 2050. Que doit faire l'Europe pour éviter son déclassement? Donc, ça traitera de démographie, ce qui nous rappelle les entretiens des entreprises passées. Et ça montrera qu'il y a des surprises démographiques, même à l'horizon 2050. Ça traite de productivité et de potentiel de croissance. Et ça évoquera un certain nombre de problèmes structurels, par exemple la dichotomie du monde entre blocs, le ralentissement des échanges commerciaux. Et ça traitera des problèmes spécifiques de l'Europe. Comment est-ce que peut faire l'Europe pour garder sa place dans l'économie mondiale? Qu'est-ce qu'il faut penser de l'immigration? Qu'est-ce qu'il faut penser de la faiblesse des gains de productivité, un sujet qu'on a abordé? Qu'est-ce qu'il faut penser des problèmes d'éducation et de compétences, etc. Donc, ça sera à la fois sur un panorama général de l'économie mondiale qui montre que les deux régions qui s'en tirent en réalité, c'est l'Asie du Sud-Est et les États-Unis à l'horizon 2050, et sur une problématique plus européenne et française sur comment on fait. Si vous extrapolez à 2100, alors on ne fait pas 2100 dans le bouquin, on fait 2050, parce que la démographie en 2100 devient hasardeuse, mais les projections si vous prenez les projections démographiques et les extrapolez les gains de productivité, l'Europe fait presque 20% du PIB mondial aujourd'hui, elle tomberait à 5% du PIB mondial en 2100. Donc la problématique, c'est comment on évite ça, comment on évite ce déclassement de l'Europe. Le rendez-vous est pris pour venir parler de ce livre au printemps prochain. Merci à tous. Alors, un rendez-vous aussi à ne pas manquer, jeudi, dans le format L'économie en question. Je vous invite à un débat entre Bruno Bensasson et Cédric Villani pour parler de la place des mathématiques en économie, notamment sciences humaines éclairées par un outil mathématique. Ça s'annonce également passionnant. Merci à vous tous. C'est un grand plaisir d'échanger avec vous et d'échanger avec Patrick Artus. Je m'entraîne tous les jours avec mes étudiants et un jour, j'arriverai peut-être à avoir un peu ce talent pédagogique, mais c'est un grand plaisir. Merci à tous et puis à bientôt dans un nouveau format. Au revoir. Au revoir.